Afin de bien réviser pour l'examen, je vous propose de refaire l'homme urbain, les deux articles au complet, mais à partir du modèle qu'on a créé au dernier chapitre. Donc, je me rappelle ici, il faut absolument avoir un dossier qui contient tout. C'est-à-dire ici, bon, mon dossier s'appelle Set récapitulatif, finition et impression. Ça aurait pu s'appeler le dossier L'homme urbain ou la revue L'homme urbain. À l'intérieur, j'ai différents dossiers dont images. Donc, les images que j'aurai besoin éventuellement en Photoshop quand ils seront retouchés. C'est ici ce que j'aurais pu faire Centrapple et Urban City en JPEG. Normalement, j'aurais dû laisser ça à l'extérieur parce que c'est pas des fichiers Photoshop. Donc, éventuellement, dans notre prochaine demi-session, on verra que dans Photoshop, je travaille toujours en RVB sur des fichiers que je vais convertir au final en CMJN. Donc, en CMJN ici. Alors, mon dossier images va contenir mes photomontages puis mes photos normales. Et à l'intérieur de Photoshop, j'aurai les versions RVB complètes, tous les calques, et CMJN. Vous verrez qu'à ce moment-là, on aura des calques aplatis. Donc, c'est important de garder les deux. Si jamais il y a un problème, j'ai tous mes calques dans la version RVB. Pour l'instant, c'est pas important. On verra ça plus tard. Si je reviens au dossier racine qui contient tout, j'ai mon dossier images, j'ai les polices, donc toutes les polices qu'on a utilisées dans le projet. C'est important de les garder, hein, parce que si on part pour le cégep, il se peut que les polices soient pas installées. Il faut absolument les installer par la suite. J'ai mon dossier qui contient tous mes articles. Un article, un document Word. Donc dans ce cas-ci, 2 articles, 2 documents. Puis j'ai mon fameux modèle. Le fameux modèle qu'on avait étudié dès notre premier chapitre pour connaître la grille typographique. On se rappelle qu'une grille, tout est calculé en fonction de la taille ou la force de corps. Donc ici, c'est un modèle pour gérer des revues imprimées sur un support papier de 11-17 max pour une force de corps de 9 points. Donc je ne peux pas utiliser n'importe quel modèle. Si je voulais un 3 colonnes dans notre projet, il y a juste la police de 9 points qui nous permet d'avoir un 3 colonnes parce que toutes les mesures ont été basées là-dessus et c'est la seule force de corps qui nous permet de faire ça. Donc dernièrement, je vais aller dans police. Et comment on installe une police, je vais toutes les installer. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. Bouton droit, installer. Un petit message va apparaître. Dans mon cas, c'est déjà tout installé. Je vais faire la même chose. Je vais réinstaller par-dessus, c'est possible. Et voilà. Donc, à partir de maintenant, je serai prêt à commencer mon nouveau projet. Donc, mon ancien projet m'est refait. Donc, on se rappelle ici un modèle INDT pour template. Si je double-clique dessus, ce qui est intéressant, c'est que InDesign va me faire une copie automatique. Donc, vous voyez que je viens de faire, en ce moment, j'ai ouvert le modèle, mais en fin de compte, quand on ouvre le modèle de cette manière-là, InDesign crée une copie de mon modèle sous un nom temporaire qui n'est pas enregistré. La preuve, sans titre 1. Donc, on me demanderait de sauvegarder à ce moment-là si je veux rien perdre. Donc, j'en profite tout de suite. Fichier enregistré sous. Dans mon cas, j'ai mis ça sur le bureau. Ici. Puis je l'ai enregistré à la racine. Donc, je pourrais appeler ça l'homme urbain. Volume 1, numéro 2, par exemple. Volume 1. Volume 1, tiens, octobre. Octobre 2014, on simule. Donc là, en ce moment, je vais enregistrer en tant que document normal enregistré. Donc, que je parte d'un modèle ou que je fasse fichier nouveau document et que je recommence toutes les mesures ici, ça revient au même, je crée un nouveau document. Sauf qu'à partir du modèle, j'hérite de tout ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. Donc, tous les styles, j'ai toutes les cales qui sont faits aussi. Le nuancier s'est rempli, les gabarits. Donc, gabarits qu'on voit ici dans la page. En ce moment, je vais réduire un peu la palette caractère. Voilà. Donc, on voit nos pages. On voit les gabarits en haut. J'en ai 4. Puis aussi, on a notre chemin de fer qui est rempli ici avec nos sauts de section, etc. Donc, c'est un gros avantage de s'être fait un modèle parce que dans l'avenir, vous allez pouvoir toujours réutiliser ce modèle-là au besoin. Donc, on se rappelle aussi, je retourne dans Fichier nouveau document. On se rappelle ici qu'on était capable de dire le nombre de pages si mon document est recto verso ou en vis-à-vis, donc des pages paires et impaires.
On était capable aussi de changer la largeur, la hauteur, l'orientation, le nombre de colonnes, la valeur de gouttière, les marges de mon document qui sont différentes dans ce cas-ci, et le fond perdu. Le fond perdu, on se rappelle que c'est la marge ou le repère rouge dans votre document. Donc, si je fais annuler, le petit repère rouge qui est ici, on se rappelle que tout élément qui est rempli, c'est-à-dire une trame colorée ou une photo, puis qui touche à la limite du papier, ne devrait pas toucher à la ligne noire, mais à la ligne rouge à la place. C'est pour ça qu'on a un fond perdu. On se rappelle d'autres choses aussi. Si par la suite, je veux changer le format de document, je vais aller en page 2 et 3. Disons que je voulais changer le format de document ou les marges, je peux le faire en 2 commandes. Soit fichier, format de document, où je pourrais aller changer la largeur, la hauteur et le fond perdu, ainsi que page, marge et colonne, où je peux changer toutes les marges, le nombre de colonnes et la gouttière aussi. Donc ça, c'est rare qu'on fait ça. Je crois qu'on l'avait fait, oui, dans un gabarit. Le gabarit qui gère la photo pleine page. Si je double-clique dessus, remarquez qu'il n'y a aucune marge. Juste une colonne et ça donne ceci. Donc, pour changer les marges ou c'est ça, les marges d'un document, il faut absolument que je sélectionne les pages ou le gabarit avant de changer tout ça. Faisons maintenant un bref retour sur la palette des calques et les palettes des pages. Là, je décroche ma palette. Je vous rappelle que c'est essentiel pour la rapidité d'ancrer toujours les palettes comme vous voyez en ce moment. Donc, les pages ici, puis que je vais porter, admettons, mes calques. Dès que je vois un trait bleu horizontal, je peux lâcher. Donc, calque, page, nuancier, etc. Donc, ça pour économiser l'écran, puis que ce soit plus facile d'avoir toujours les calques sous les yeux. Puis là, on va voir la palette des calques. Je la décroche pour que ce soit plus facile pour nous. Donc, on se rappelle ici que, admettons, je vais voir, je sais pas moi, un gabarit, non, la page 4 et 5. Que chaque calque est un étage transparent. Donc là, ici, voici ma proposition de calque, mais vous pouvez en rajouter à chaque fois que vous en aurez besoin. Donc, sur des étages indépendants, vous avez, par exemple, tout ce qui est en dessous, ça veut dire qu'il va être derrière. Donc, plus près de mon nez, si je me mets mon nez devant l'écran comme en ce moment, tout ce qui est près de moi, c'est tout ce qui est en haut dans la palette des calques. Donc, on a les repères au-dessus de tout le monde, suivi des photos, texte, tout ce qui est trame d'arrière-plan et finalement les images d'arrière-plan. Je retourne à ma page. Non, cette fois-ci, je vais aller dans le gabarit. Double page. Je m'éloigne un peu, contrôle moins. Et voilà, donc je vais juste vérifier si mes éléments sont sur les bons calques. Un bon truc et un conseil d'abord, on vérifie toujours tous nos calques sauf ceux sur lesquels on travaille pour éviter des erreurs. Là, je vérifie, voyez-vous, tout ce qui est texte, ça a l'air d'être sur les bons calques. Photo, dans ce cas-ci, j'ai rien. Image d'arrière-plan, c'est mon X actuel. Mes repères, je pourrais les masquer rapidement de cette manière-là. Donc, on voit que c'est bien fait. Mais si je m'étais trompé, que j'avais pas mis la trame sur le bon élément, il aurait fallu que je le sélectionne. Je vais faire un zoom dessus. Que je déverrouille trame d'arrière-plan ou disons que je l'avais mis sur texte. Je sélectionne ici. Qu'est-ce que ça? Oui, ça c'est mon texte. Donc, je vais le tasser un peu. Je vais sélectionner ma trame. Un petit rappel ici pour transférer un objet d'un calque à l'autre. Admettons, je m'étais trompé. Je le sélectionne. Ensuite, ce petit carré de couleur-là, je vais le cliquer et le glisser sur l'autre calque. Dans notre cas, c'est une erreur. J'aurais dû laisser la trame sur trame de fond. Donc, je reglisse comme ceci. Donc, c'est la façon rapide de déplacer un objet. Je vais tout verrouiller sauf texte pour aller repositionner ici mon texte au bon endroit. Et voilà. Donc, verrouiller, rendre invisible, créer des nouveaux calques, supprimer des calques ou changer l'ordre d'empilement, comme ceci. Et n'oubliez pas que chaque palette a toujours un menu local qui pourrait être intéressant de visiter. Donc, je vais redéposer ici mes calques. Je vais décrocher mes pages pour bien voir. Donc, ici, on se rappelle que mes gabarits sont en haut de la palette des pages. J'ai mon chemin de fer ou l'ordre de mes pages réelles. Puis surtout, très important, double-cliquons sur les pages pour naviguer dans une page précise. Ou si je vais aller dans un gabarit, il faut double-cliquer aussi sur le gabarit. Puis pour être sûr que je suis à l'intérieur du gabarit, non pas d'une page, je vérifie dans la barre d'état ici.
D'ailleurs, c'est une autre façon pour naviguer aussi. Je peux cliquer sur cette flèche-là ou faire précédent suivant. Pour le reste, menu local, ça va être important parce que des fois, on veut appliquer un gabarit à des pages très rapidement. Ou je crée un nouveau gabarit, ou je crée des nouvelles pages. Ça serait par ici. Si je veux créer une nouvelle page, je peux cliquer là-dessus aussi, mais je vous le déconseille. Supprimer des pages, je pourrais, par exemple, sélectionner mes pages 6 et 7, cliquer sur la poubelle, créer un nouveau, et ça, j'éviterai aussi pour des problèmes d'impression, ce petit bouton-là. Donc, ça fait le tour de la palette page et cadre. Maintenant, révisons le placement du texte. Alors, j'ai pas d'article en ce moment, je m'assure d'aller sur les bonnes pages. Donc, c'est pas page 2, 3, ce serait ici page 4, 5. Donc, en 4, 5, j'ai mon premier article. En 6, 7, j'en ai un autre. Je m'assure d'être sur le calque texte qu'il est déverrouillé. J'importe ou je place mon texte en faisant CTRL-D, tout comme pour les images. Je m'assure d'être dans mon bon dossier. Document Word, article 1, je décoche remplacer l'élément sélectionné. On devrait toujours faire ça parce que s'il y a un bloc texte de sélectionner, le texte va aller directement dedans. J'ouvre. Là, à ce moment-là, InDesign charge le texte en mémoire. Il va charger les styles de Word aussi qui ont été utilisés s'il y a lieu. Les couleurs aussi. Donc, ici, j'ai une icône de texte chargé. Je me rappelle qu'il y a différentes options de placement. Soit je clique et glisse. Je peux commencer par ça. Mais si je fais ça, vous allez voir qu'il y a un port de sortie. Le port de sortie devient rouge, donc qui indique qu'il y a du texte en excès. C'est ce qui veut dire que je dois le charger en cliquant dessus et en continuant de placer. Je vais annuler un peu, CTRL Z. Voilà. Donc, je peux cliquer et glisser, donc un placement manuel en traçant une zone de texte. Sinon, tout dépendant où ce que je m'en vais, voyez-vous ici, si je clique sur la deuxième subdivision, si je clique à partir de là, il va écouter ma colonne, il va aller jusque dans le bas. Et toujours le port de sortie rouge s'il n'est pas terminé. J'annule. Donc, il y a d'autres options. Si je fais majuscule enfoncé, c'est placement automatique. Si je clique, vous allez voir qu'il écoute encore une fois les colonnes et se place jusqu'à temps qu'il ait fini de placer du texte. Si j'avais trop de texte, il me rajouterait des pages. J'annule. Et le semi-automatique Alt, donc avec Alt, ce qui est intéressant, c'est qu'il charge toujours le texte. Donc, ce qui me permet de faire des placements intéressants. Donc, Alt, je peux dessiner ici comme ceci. On va jusque là. J'ai toujours Alt enfoncé. Et je fais donc Alt, clic, Alt, clic. Puis pour terminer, je lâche le Alt et je fais un placement manuel normal. Juste pour qu'il termine ici. Voilà. Donc mon article est placé correctement. Notez que vous êtes capable de changer par la suite les blocs. C'est pas parce que vous avez placé le texte comme ça que ça reste comme ça. Si je sélectionne cette colonne-là, toujours avec la flèche noire, et je fais supprime, si on regarde le chaînage du texte, vous voyez que mon texte fait juste déverser là où ce qu'on lui a dit de le faire. Donc voici un exemple aussi où, admettons, je ferme ça, où je dis, tiens, j'aimerais ça que la colonne que tu viens de perdre, j'aimerais ça la retrouver parce qu'il y a un port de sortie. Donc, je clique sur le port de sortie de la première colonne. Il y a du texte chargé et je fais juste cliquer. Donc, voyez-vous, il a repositionné le texte correctement. De même que, si j'annule plusieurs fois, comme ceci, si j'avais fait Shift-clic, la manière de m'en sortir si je veux un chapeau, je sélectionne mes blocs de texte. Mettons, je les sélectionne avec Shift. Je réduis dans la deuxième subdivision. Je désélectionne. Je vais prendre ma première colonne, port d'entrée cette fois-ci. Je clique et je peux cliquer et glisser ici, comme ceci. Donc voyez-vous, c'est très facile de se dépanner. Donc il s'agit de prendre les bonnes options, comme ceci. Donc là, j'observe mon texte, puis pour l'instant, ça pourrait être intéressant de faire un saut de bloc. Là ici, la consultation informatique, ce paragraphe-là devrait commencer à la première colonne. Donc ce que je vais faire, dans texte, menu texte, il y a beaucoup d'options, dont insérer un caractère de saut.
Puis saut de colonne, c'est la touche retour de votre pavé numérique. Donc j'aurais pu faire ça à la place. Je clique et voilà. Je peux observer aussi mes paragraphes s'ils sont bien faits en cliquant sur texte et en allant cliquer sur la dernière commande qu'on ne voit pas, afficher les caractères masqués. Comme ça, je vois si j'ai des paragraphes et où est-ce qu'ils sont. Et voilà. Maintenant, on va aller placer une image. Donc, j'aimerais ça avoir une image ici, peut-être en première colonne. Ou tiens, non, je vais aller commencer par la plus facile, vu qu'elle est bien ajustée ici. Je vais dézoomer. Donc, j'aimerais placer mon image dans ce bloc-là ici, cet espace réservé. Ça ici, on se rappelle que c'est image d'arrière-plan. C'est toujours CTRL-D pour importer. Cette fois-ci, je vais aller voir dans les images. Et je vais aller chercher Photoshop, ouais, exactement, RVB, puis c'était J, exact. J'ouvre. On sent que il a importé l'image, il est en image chargée en ce moment, puis j'ai des parenthèses, peut-être que vous les voyez pas sur mon pointeur de souris. On voit un petit pinceau avec des parenthèses, ça veut dire je survole en ce moment une zone image et c'est très important pour remplacer le X. Voici, je le fais, ça fonctionne. Maintenant, mon texte, c'est sûr qu'il n'est pas arrangé, mais je pourrais désirer mettre une photo en ce moment. Donc, une photo d'article. J'ai plusieurs possibilités. Soit je me trace un bloc image, puis j'importe à l'intérieur, ou j'importe ma photo, puis je redimensionne mon bloc. C'est peut-être plus difficile, mais on verra. Tiens. Je verrouille l'image d'arrière-plan, je déverrouille photo. Je peux me mettre dans le fond perdu, importer. Je vais prendre une image Urban City, ouvrir, et je clique. Donc là, l'image est énorme. Je vais peut-être juste prendre, voyez-vous, là, si j'utilise la flèche noire, je redimensionne mon bloc et non pas mon image. Comme ceci. Puis là, oups. J'adapte, je vais l'aligner sur une colonne. Et je vais réduire mon bloc, disons jusqu'ici, comme on avait avant. Comme ceci. Là, on voit qu'il est très très mal ajusté, puis d'autant plus que, vu que j'ai pas fait d'habillage, ben ça cache le texte. Je vais laisser quand même comme ça pour l'instant. Pour poursuivre notre révision, je vais maintenant faire une démonstration de comment on rajoute des trames, des textes et des blocs images, des blocs réservés. Donc pour commencer, je vais refaire mon titre. Donc je déverrouille mon calque texte. Je vais me rapprocher. Je vais réduire un petit peu, donc dégager peut-être 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Je me place ici. On se rappelle comment placer un repère. Je pique dans ma règle et je positionne mon repère. Oh, j'aurais dû le mettre dans le calque des repères. Voilà. Comme ceci. Je verrouille repère, je reprends mon texte. Et puis là, l'outil T pour texte. Je suis dans le bon calque. Je clique et glisse. C'est comme ça qu'on fait un bloc réservé au texte. Et je vais appeler ça J de Wood, comme vous êtes habitué. Voilà. Maintenant, si j'avais eu besoin d'un espace réservé pour l'auteur, j'aurais pu le faire précisément dans le gabarit. Donc, on aurait pu aller là-dedans. Je vais aller cette fois-ci dans mon article double page. Et disons que pour une raison quelconque, je veux toujours avoir une image ici. 1, 2, 3, 4. Ouais, ici. Comme ça. Comme ceci. Et pour mettre un espace réservé aux images, d'habitude, on met ça dans les gabarits. Donc, je pourrais par exemple tracer mon bloc image ici pour éventuellement mettre la photo de l'auteur de l'article. Donc, si je reviens à ma page 4 et 5, on voit ici que mon objet a été repris, c'est-à-dire transféré. Je vais réduire peut-être ici mon chapeau. Il faudra ajuster le texte éventuellement. Donc, j'aurais pu mettre mon chapeau ici, etc. J de Wood. Donc, j'ai tracé une image, un bloc réservé aux images. C'est important d'utiliser celui-là. Le X symbolise l'importation d'images. Puis, il y a la fonctionnalité que quand vous importez, ben, il va accepter les images. Voilà. Et pour terminer, je vais faire une forme. Donc, les formes, c'est des trames aussi. Je vais prendre ça ici.
Puis pour s'assurer de bien voir, je vais prendre mon nuancier ici. Je vais tout de suite configurer mes couleurs. Disons un petit vert ici. Si je veux un contour bleu, disons, comme ça. Puis là, par la suite, c'est nuancier. Je vais ici noter que dans les outils, si je maintiens enfoncé, j'ai le choix. Je peux faire un cercle, un rectangle, un polygone. Polygone, on avait vu que oui, on peut tracer directement. Ou si je clique, une fenêtre m'apparaît, puis je pourrais dire, ben tiens, je veux pas une étoile finalement, mais un vrai polygone ou un pentagone à 5 côtés. Bon, il l'a mis sûrement quelque part. Donc, largeur du pot, c'est ça mon problème. On va dire 100 par 100. 5, ok. Voilà. Bon, ça c'est la différence dans les paramètres. Disons que je garde ouais, le pentagone. Je efface l'image. Donc ça c'est comment faire une forme. On n'oublie pas que le nuancier peut nous aider. Et voyez-vous, j'ai fait une petite gaffe ici. Mon texte était sélectionné pendant que je changeais les couleurs. Donc là, je vais dire, je veux pas de couleur de contour et je veux pas de couleur de fond pour retrouver mon chapeau normal. Et voilà. Donc la trame, j'ai fait une petite erreur, je l'ai pas mis sur le bon calque. Je vais me corriger comme on a vu. Comme ceci. Mon texte est là. C'est la même chose pour, voyez-vous, la photo. Donc l'espace réservé aux images. Ma trame, elle est correcte. Je verrouille. Je vais retourner dans mon article double page. Puis je vais aller me corriger ici. Ça, c'est supposé d'être dans photo. Et je verrouille. Je reviens à ma page 4.5. Poursuivons maintenant avec l'habillage. Donc l'habillage des objets pas avec le texte. Il faut aller chercher la palette habillage dans Fenêtre, habillage de texte. Je vais la décrocher et fermer le reste. Voilà. Donc je vous rappelle de quoi là-dessus. Je vais prendre, bon, verrouiller mon texte, déverrouiller trame de fond, comme ceci. Disons que je le place dans cette colonne-là, ou au centre, comme ceci. Donc si je veux faire un habillage, il faut que j'active un des différents habillages. Donc j'en ai plusieurs types. Donc commençons par celui-là, qui est plutôt carré. Donc si je clique dessus, vous remarquez que le texte fait le tour, mais en respectant une forme carrée. Comme ceci. Si j'essaie plutôt celle-ci, va être plutôt intéressante pour mon objet en ce moment, qui est un pentagone. Si je clique dessus, il écoute le plus possible la forme de l'objet. Le prochain, on devra mettre notre objet dans une colonne pour comprendre le phénomène. Je vais le mettre ici. Donc si je veux un habillage, mais qui ne mette pas du texte à gauche ni à droite, je peux utiliser ce troisième type-là ici, contrairement à celui-ci, voyez-vous, il fait le tour complètement. Celui-là, c'est carrément avant-après. Tandis que le dernier, il fait sensiblement la même chose, mais le texte qui est après, il va le pousser dans la prochaine colonne. Donc la preuve, voyez-vous, si je descends, je pourrais me placer ici, le texte est poussé tout le temps à droite. Maintenant, pour les habillages, là ici, je vais remettre, pour le pentagone, ce serait lui le plus intéressant. Pour espacer correctement, n'oublions pas les marges. Donc ça, c'est marge externe d'un objet. Et là, puisque je suis en police de 9 points, idéalement, on devrait faire un multiple de VI. Donc dans ce cas-ci, je vais faire un seul VI, Enter, et on voit une petite marge qui distance l'objet du texte. Je vais transformer cet objet-là en bloc de texte. Donc, ça va être plus intéressant avec notre article. Donc lui, je le détruis. Je vais faire un bloc texte qui normalement devrait être en valeur de VI. Là, je vais le faire rapidement pour la révision. Et là, je vais annuler parce que je suis pas sur le bon calque. Calque texte. Bon. J'aime mes week-ends relax. Je m'attarderai pas à la forme du texte pour l'instant. Wow. Il manque des petites fautes. Mais voilà.
Donc, je vais faire ici la même chose, sauf que je m'occupe pas de la mise en forme. J'ai mon bloc. Le bloc, on peut faire un habillage idéalement carré ici. Donc, si je l'essaie puis je me rapproche du texte, on va voir si ça fonctionne. Ça semble bien fonctionner. Comme ça, je vais faire un peu plus petit. Donc, dans ce cas-ci, ce qui peut être intéressant, c'est déjà changer les options de l'accroche pour que le contenu soit centré verticalement. Donc ça, je vous ai dit tout le temps, on va l'oublier souvent. La marge intérieure, c'est bouton droit, option de bloc de texte. Et là, je peux dire à l'intérieur 10,8 partout. Et il y a aussi l'alignement vertical. Donc, si je veux qu'il centre verticalement mon texte par rapport au bloc, c'est des options de bloc de texte aussi. Donc, ces deux options-là sont importantes. Voilà. Si j'avais une bordure sur mon contour ici, je vais en faire une rapidement. Tiens, je peux mettre ça ici, bordure, un point. Je vais vérifier s'il m'a bien écouté, oui. Donc, quand j'ai une bordure, ce qui est tannant, c'est que, oui, il y a une marge intérieure, c'est bien beau pour distancer le texte de la bordure, mais à l'extérieur, il en faut un aussi. Et ça, faut pas oublier que c'est pas les options de bloc de texte, mais c'est les options d'habillage de texte. Donc, ici, je veux dire, pour tout le monde, tous les côtés, 10,8, retour. Et voilà. Maintenant, pour terminer cette petite partie de démonstration, je vais vous remontrer comment on fait des traits, un filet, si on veut, pas un filet de paragraphe, mais un filet de colonne, par exemple, un petit trait de couleur, puis gérer l'épaisseur, etc. Donc, tiens, un petit W pour revenir en mode normal, puisque j'aimerais avoir des traits séparateurs dans mes colonnes. Ce que je vais faire dans cette démo, c'est que je vais aller dans les gabarits, le gabarit, pas n'importe lequel. Où est-ce que mes pages sont là? Article, double page, double clic. Et j'aimerais, pour le fun, avoir un filet de colonne, un filet de gouttière qu'on pourrait dire, voilà. Donc ici et là. Donc je vais prendre l'outil trait pour commencer. Et je vais avoir besoin de nuancier et de la palette contour. Contour, ça gère notre trait, notre épaisseur. Donc l'épaisseur d'un bloc, d'une bordure de bloc ou d'une bordure tout simplement de trait. Et là, je vais le prendre ici, donc l'outil trait, je vais dans mon nuancier, j'active ici, où je vais intervertir, voyez-vous la double flèche ici, si je clique dessus, ça intervertit. La couleur de fond est devenue la couleur de contour, donc pas de fond, un contour, et je vais me placer en dessous de ma subdivision ici, et à l'aide de majuscules enfoncées, ça me permet de faire des barres droites, des traits droits, donc à 45 ou 90. Donc jusqu'ici, je vais prendre la flèche noire pour être capable de déplacer grâce à mon clavier aux flèches de direction. Je vais tasser à l'œil. Je vais me faire un petit zoom pour voir. Comme ceci. Et disons que je le veux plus mince. Je vais dire 0.5. Je vais continuer de tasser comme ça. Et si je voulais, je pourrais changer le type. Donc un type, on préfère pointillé, les points japonais ou pointillé ici. Donc très très fin. Tiens, je vais peut-être l'augmenter à un point finalement. Vu que c'est des points japonais, c'est petit. OK. Donc ça ici, jusqu'en bas. Et là, disons que j'en veux un autre. CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Puis je vais aller le positionner dans mon autre colonne. Voilà. Donc je l'ai fait dans le gabarit pour que, à mes pages, si je retourne en page 4 et 5, voyez-vous, le pointillé est réapparu. Ben, il est apparu. Autant pour cet article-là que le prochain article. Donc, c'était la révision sur les traits. On serait rendu maintenant à voir l'ajustement des blocs, donc des blocs images, des blocs texte, quoique texte est déjà fait. La déformation des blocs, autant texte que image. Donc, commençons pour l'instant avec l'ajustement des blocs images. Je vais me reculer
préparer mes palettes. Et ici, je vais déverrouiller image d'arrière-plan. Je verrouille le reste. On se rappelle ici que lorsqu'on sélectionne une image, on clique avec la flèche noire et pas dans le centre, s'il vous plaît, mais dans n'importe où ailleurs. Si je clique ici, on sélectionne le bloc. Ça, le bloc, là, si je le réduis, ben, ça va masquer ma photo. Voilà. Donc, c'est que le bloc que je change et non pas l'image. Tandis que si je prends la flèche blanche et que je clique, vous allez voir que c'est carrément l'image que je vais changer. Mettons, si je tassais le même coin, voyez-vous, l'image est écrasée en ce moment. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Donc quand est-ce que j'utiliserai la flèche blanche? Ben, ça pourrait être tout simplement pour étirer ma photo ou la rapetisser par rapport à son bloc. Donc je fais juste une autre démonstration. Là, flèche noire, sélectionne le bloc, mais faites attention, on ne voit pas très bien ici. Mais normalement, j'ai comme une espèce d'iris ou de rond au centre. Puis quand je clique dessus, comme ici, ça fait une petite main. Puis ça, si je maintiens enfoncé quelques secondes, vous allez voir, c'est carrément l'objet et par rapport au bloc que je modifie. Donc dans ce cas-ci, ce qui peut être intéressant, c'est de déplacer ma photo qui est beaucoup plus grande que mon cadre en ce moment, que mon bloc. Puis ça aurait pu être aussi pour rapetisser. Si je prends une poignée en coin avec majuscule et alt, ça me permet de réduire proportionnellement selon le centre. Donc le centre en ce moment, voyez-vous le petit X ou le centre de G, là, c'est ça le centre qu'on parle. Donc je réduis comme ceci, et là, je pourrais monter un petit peu parce qu'il m'en reste encore d'images, puis même la trame cache le fond, fait que je pourrais me permettre de tasser ça comme ça. Voilà. Je vais regarder de plus proche. Voyez-vous ici, il ne faut pas que ça arrive ça. Donc, flèche blanche, je prends ma photo et je descends ça pour toucher au fond perdu. Je vérifie qu'en bas ça marche aussi. Oui. Voilà. Donc on a vu comment ajuster. On se rappelle aussi d'autres choses. Par exemple, je vais verrouiller image d'arrière-plan, je vais déverrouiller photo. Il y a des ajustements qui peuvent être intéressants. Comme ici, là, je pourrais faire un ajustement automatique. Donc je vais faire bouton droit, ajustement, et là, deux qui sont intéressants, c'est remplir ou ajuster. Donc je vais essayer ajuster le bloc proportionnellement. Voyez-vous, c'est pas ça que je voulais. J'annule. J'essaye l'autre. Bouton droit, ajustement, remplir proportionnellement. Ça peut être un bon départ. Il me restera à améliorer le tout. Moi, je voulais vraiment l'édifice et le personnage. Donc, je sélectionne mon contenu. Puis là, je sais que mon image était plus grande que mon bloc, fait que je me permets de l'étirer. Je mets ça enfoncé quelques secondes pour voir un aperçu et je baisse ça ici. Fait que là, on pourrait continuer d'ajuster avec majuscule absolument très important. Comme ceci. Ou il peut y avoir autre chose. Donc, je supprime mon image. CTRL D, je vais la réimporter. Je la place, disons, à partir d'ici, au coin. Puis là, j'aimerais ça faire un ajustement mise à l'échelle. Ça ici. Outil mise à l'échelle. Par rapport à quoi? J'aurais pu dire par rapport à cette position-là ou par rapport à un autre coin. Moi, c'est vraiment par rapport à ça ici. Donc, je mets mon origine ici. Je vais me reculer. Et là, je maintiens Shift enfoncé sur le coin opposé. Et je réduis. Ça va réduire autant le bloc que l'image. Voyez-vous, si j'avais voulu quelque chose comme ça aurait été la façon de faire. Là, je vais refaire comme ma première idée. J'ajuste ça. Je vais essayer un ajustement automatique. Remplir proportionnellement. Je sélectionne le contenu avec Shift, une poignée en coin et la flèche blanche. Voilà.
Ça. Encore Shift, flèche blanche, avec les raccourcis clavier. Ouais, c'est pas mal ça. Donc vous avez vraiment plusieurs options. Puis notez aussi que si dorénavant vous voulez qu'il écoute un ajustement automatique précis, normalement on a ça dans le haut. Là, vu que mon écran est petit, je ne verrai pas, mais vous vérifierez avec votre livre. Il est possible de dire, écoute, toi, espèce de bloc, écoute donc ton contenu et ton contenant quand j'étire la poignée. Vous avez ça dans votre livre, les ajustements automatiques. En ce moment, c'est à la page 102. Pour terminer ce segment de révision, maintenant, on va créer des sommets vectoriels. Donc, pour déformer soit des blocs texte ou des blocs images. Donc, je m'assure de sélectionner mon bloc, que ce soit image ou texte, avec la flèche noire. Je prends ma plume, et lorsque je me rapproche, là, on voit pas très bien. Il est supposé changer, puis c'est drôle. On dirait qu'en filmant, il devient gêné. Je vais, normalement, on clique avec la plume, puis quand il y a un plus qui apparaît en bas à droite de l'icône, je peux cliquer, ce qui rajoute un sommet. Et avec ce sommet-là, si je veux le déplacer, on prend la flèche blanche parce que c'est elle qui gère le côté vectoriel. Et je fais un rectangle de sélection pour entourer ce sommet-là seulement. Par la suite, je peux le déplacer comme ça ici. Je peux prendre la plume aussi pour soustraire. Donc là, j'ai fait un plus. Donc, quand je survole un sommet, ou ça aurait pu être celui-là, quand je survole encore une fois pour une raison quelconque, le moins n'apparaît pas. Mais au bas à droite de mon pointeur, il est supposé d'apparaître un moins, puis quand il apparaît, je clique, ça supprime le sommet. Donc si je voulais supprimer celui-là, j'obtiendrais un triangle, par exemple. Là, je vais annuler quelques fois. Je vais faire une autre démonstration. On avait vu aussi qu'on est capable de courber. Donc là, je vais passer en texte. Je serai capable ici de courber cet angle-là. Donc pour ce faire, c'est avec la plume. Il faut maintenir Alt enfoncé. Il est supposé d'apparaître une espèce de V. Puis quand c'est le cas, je clique et glisse. Cliquer et glisser pour courber le fameux sommet qui est ici. Voilà. Donc j'aurais pu faire ça avec du texte, avec des images, tout ce que je veux. Donc là, je vais annuler. C'était une courte révision sur la déformation. Notez qu'on avait fait aussi, la dernière fois, j'avais sélectionné mon bloc ici. J'avais pris la flèche blanche pour sélectionner le sommet. Et, voyez-vous, j'avais donné un angle à une colonne de texte. Et j'annule. Dans cette petite partie, on va jouer sur le texte. Mais pour l'instant, notez que ça serait difficile un peu de vous expliquer alors que les styles sont pas appliqués. Donc malgré que cette partie de capsule n'est pas adaptée, on n'a pas vu les styles encore, je vais quand même les appliquer pour nous faciliter la vie. Donc je vais m'assurer que seulement texte est déverrouillé. Je double-clique pour passer en mode texte. Je clique plusieurs fois pour sélectionner tout l'article. C'est idéal parce qu'après ça, je vais être capable d'appliquer le style de paragraphe qui s'appelle texte courant. Donc, style de paragraphe, je le décroche, ça va être plus facile. On voit que dans les styles, il est en normal, ça vient de Word. Ce qui me le dit, c'est la petite disquette qui est ici. Je vais appliquer le style texte courant ici. Je vais appliquer tout de suite mes chapeaux, etc. Donc, je vais tout appliquer mes styles et je vous reviens. Alors, je viens d'ajuster maintenant, j'ai appliqué mes styles un peu partout. Je vais aller corriger des choses devant vous en ce moment. Donc ici, on se rappelle qu'on avait un saut de colonne. C'est peut-être pour ça que mon texte n'entre pas ici. Donc je vais aller me placer là. Pour le vérifier, je vais faire Delete. Voilà, c'est exactement le cas. On voit aussi que bon, le texte risque de ne pas trop rentrer. D'abord, il faudrait peut-être vérifier si j'ai un habillage dans ma photo. Donc habillage, je vais vérifier fenêtre, habillage de texte. Donc j'en avais mis un. Je vais juste m'assurer qu'il est bien mis, comme ça ici. Et toujours faire un multiple d'interligne, mais cette fois-ci, je vais en faire juste un avant. Remarquez que j'ai choisi ce type-là. J'aurais pu prendre celui-là plutôt. Ça revient au même dans notre cas. Espace avant de 10,8. Voilà. Et on a un petit problème ici. Fait que pour que tout entre, soit je corrige mon chapeau ici, ou soit je réduis peut-être ici mon intertitre, mon accroche.
Là, ça semble entrer. Je vais ajuster davantage. Voilà. Donc, je pourrais m'assurer aussi que la largeur hauteur est divisible en multiples d'interlignes. Donc, petit rappel sur la grille. Alors ici, en ce moment, j'ai une largeur de 94,6 divisé par un VI de 10,8. Ça arrive pas juste. Dans ce cas-ci, je peux arrondir dans un sens ou dans l'autre. Puisque ma mise en page est faite, là, disons que j'arrondis à 9. Donc 9 fois 10,8, ça me donne 97,2. Alors je vais aller changer ici, 97,2. Puis verticalement, je sais que ça fonctionne puisque je me suis basé sur des repères de grille. Donc chaque repère de grille est basé sur une multiple d'interlignes. Je vais me tasser pour mettre ça centré le plus possible. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de lézardes comme ici on en voit. Je peux fermer ça. Donc je vais remettre mes styles dans ma palette ici. Bon. Est-ce que maintenant je suis correct? Mon texte entre. Je pourrais terminer en peut-être déplaçant mon accroche un peu plus loin. Donc en continuant d'ajuster et en continuant de vérifier s'il n'y a pas trop de lézardes. Et voilà. Donc tout mon texte est placé, les styles sont appliqués. Si je veux, je peux me débarrasser de ça ici ou le laisser pour une éventuelle hauteur. Maintenant, petit retour sur la palette paragraphe et caractère que je vais dégager tout de suite. Mais sinon qu'on aurait pu trouver dans Fenêtre, texte et tableau et à l'intérieur caractère et paragraphe. Notez aussi qu'on peut les avoir quand je suis en mode texte. Mon panneau de contrôle en haut m'affiche les principaux attributs de texte ou de paragraphe si je clique sur la bonne icône. Voilà. Donc si je sélectionne un paragraphe par exemple, on voit ici que dans caractère, on voit la police qui a été choisie, comme ceci, et que la police, tout dépendant laquelle on a choisi, peut être très très riche en style. Donc voyez-vous, il y a plusieurs variantes du gras, gras italique, gras condensé, etc. Donc certaines polices sont comme ça très intéressantes. Sinon la force de corps, l'interligne, l'approche qu'on pourrait déjà changer ici avec l'informatique. L'informaticien n'est pas toujours un geek. Donc ça, je suis capable de changer l'approche ici. Si je mets ça en négatif, voyez-vous là, je l'ai fait un petit peu beaucoup, moins 30. Moi, j'essaie de pas être en dessous de 20, mais là, bon, disons que ça fonctionne, c'est pour la démonstration. Est-ce que l'autre intertitre, voyez-vous, l'intertitre qui est là, idéalement, un intertitre, c'est sur une ligne seulement. Par contre, ici, j'ai la possibilité de changer mon accroche, d'aller la déplacer, et voilà, là, je corrigerai mon petit problème. Donc, l'intertitre sur une ligne. Il y a celui-là que je suis pas sûr de ce que je vais faire. Est-ce que j'accepte l'approche négative de moins 30 ou je le mets mon intertitre sur 2 lignes? Mais bon, on va poursuivre la vérification. On a la chasse qu'on n'a jamais changé. Si vous voulez faire un indice ou un exposant, c'est ici. Si vous voulez faire un faux italique, c'est là. Et le dernier, c'est la langue du dictionnaire. Je vais fermer ça ici. Pour ce qui est de paragraphe, si je me mets à l'intérieur, dans paragraphe, ce qu'on avait vu, ben, il y a des choses qu'on n'a pas besoin, comme les marges. Donc les marges, on l'a jamais fait. Mais si j'avais sélectionné mon paragraphe, ben, je suis capable en plus de mettre en retrait ce paragraphe-là à l'intérieur du bloc. Moi, je fais pas ça, en tout cas pas pour l'instant. Retrait de première ligne peut être intéressant quand j'ai un texte courant sans espacement après, là, ça veut dire au carré avec alinéa. C'est ici qu'on irait changer le retrait de première ligne et le retrait de dernière ligne. C'est très rare qu'on fait celui-là. Il y a les alignements de paragraphes aussi. Alignement à gauche normal, centré, alignement à droite. Et là, vous avez plein de versions de justification. Donc le justifié on est habitué de voir, puis là je vais me déplacer un peu. Comme je vais voir un paragraphe complet ici. Le justifié qu'on est habitué de voir, c'est celui-là, avec la dernière ligne à gauche. Tandis qu'ici, voyez-vous, la dernière ligne est centrée. Dans certains cas, il y en a qui peuvent faire ça, mais c'est bien rare. Et dernière ligne alignée à droite, ou full justifié, ça c'est très mauvais pour les lézards. Donc, j'utilise jamais ces trois derniers-là, seulement le justifié
comme ça ici. Plus tard, on verra en révision des styles comment faire les deux types d'alignement, soit sans espace après ou avec espace après. Donc ça va, les retraits de première et dernière ligne, et là l'espacement avant-après. Donc ici dans notre cas, selon ce qu'on avait prévu, on a pris un espacement après égal à un multiple de VI. Donc l'espace après le paragraphe pourrait aérer. La lettrine, on l'a vu ici, si je me replace dedans, c'est là qu'on était capable de dire pour le petit L sur combien de lignes par combien de caractères, c'est fait. La césure qui est la coupure de mots, c'est ce qu'on voit ici, là, le tiret. On se rappelle que la norme, c'est pas plus de 3 consécutifs, préférablement 2 maximum. Donc voyez-vous, là, ça va très bien. Et dernière option ici, aligner sur la grille de ligne de base. Si je fais ça, voyez-vous, le texte a tendance à flotter, alors que si je clique là-dessus, il s'appuie sur la grille de ligne de base. Puisqu'on l'a utilisé pour planifier notre mise en page, je vous encouragerais à le faire pour le texte courant seulement. Parce que c'est très mauvais quand on lit quelque chose comme un journal, puis qu'une ligne de texte n'est pas alignée avec l'autre ligne de texte de l'autre côté. Pour les intertitres, ça va. Mais c'est le texte courant qu'il faut absolument qu'il soit aligné sur la grille de ligne de base. Donc tout le reste, vous pouvez le désaligner si vous voulez. Donc ça termine pour ce qui était de la palette texte. Un petit retour sur la notion d'intertitre, comme ici, un souper entre amis. C'est une espèce de sous-titre qui résume ce qui s'en vient pour attirer le lecteur pour qu'il poursuive sa lecture jusqu'au prochain paragraphe afin de lire au complet l'article. Donc c'est comme c'est comme l'accroche. L'accroche, ça attire la personne, ça favorise la lecture. Donc ici on a résumé ce qui s'en venait, un souper entre amis. Donc petit résumé là-dessus, c'est qu'il ne faut pas avoir plus d'espace après qu'avant. Donc si je reviens dans paragraphe. Remarquez ici, j'ai mis 6 points d'espacement avant, puis 3 points d'espacement après. Puisque ce paragraphe-là a aussi de l'espacement après, ça fait un plus grand espace. Donc, ça devrait être comme ça et non pas flottant. Un intertitre ne devrait pas être exactement dans le centre. Donc, il résume ce qu'il coiffe. Donc, ce qu'il coiffe, c'est le paragraphe qui s'en vient. Fait que ça, on l'aligne pas sur la grille de ligne de base, puis on lui donne un petit traitement spécial de titre. Donc je l'ai mis un peu plus gras, condensé italique, par exemple. Maintenant, il y a aussi les espaces. Donc dans la ponctuation haute, comme le point d'interrogation, on ne devrait pas faire des espaces réguliers. Comme ici, là, voyez-vous le petit point que j'ai. Si je le supprime, que je refais mon espace, ça, ce petit point-là, c'est un espace sécable. Donc, il va se couper. Ce qui était pas intéressant, c'est que si je m'en vais à la fin d'une ligne, là, je triche, c'est ça qui risque d'arriver. Donc, la ponctuation saute à la prochaine. Alors, normalement, on devrait faire des espaces insécables ou espaces fins. En micro-édition, pour la ponctuation haute, soit point d'interrogation, point d'exclamation par exemple, on met pas d'espace sécable, puis insécable non plus. On va faire un espace fin. Donc dans le menu de texte, vous avez inséré une espace. Là, vous verrez pas tout, mais espace insécable, c'est la troisième commande. Vous avez espace fin aussi. Puis vous voyez les raccourcis clavier. Donc pour l'espace fin, c'est tannant d'aller dans ce menu-là. On serait mieux d'utiliser les 3 raccourcis. CTRL majuscule Alt et M. Voyez-vous, mon espace est plus étroite que l'espace régulière. Et c'est une forme aussi d'espace insécable en même temps. Donc ça fonctionne. Sinon, vous avez de la théorie dans vos notes de cours par rapport à les espaces insécables, où est-ce qu'on devrait mettre ça. Donc, CTRL Alt X quand vous voulez en mettre un. Disons que je vais faire un exemple ici, devant 2 points, CTRL Alt X, voyez-vous, ça c'est l'espace insécable. Donc c'est aussi large qu'une espace régulière, sauf qu'il ne coupera pas entre le 2 points et le mot qui le précède. On va maintenant terminer cette petite partie de capsule avec les glyphes, donc le petit caractère de fin d'article qu'on peut placer. Donc ici, quand c'est un glyphe, un caractère de fin, on devrait mettre un espace quadratin. Alors, toujours dans le texte, vous les avez vus tantôt, insérer un espace quadratin, qui est beaucoup plus large, on peut le voir. Et là, on va aller chercher une palette spéciale. Si je vais dans texte, vous avez glyphe. Je vais la décrocher. Puis ça fonctionne avec les polices.
Voyez-vous, en ce moment, je vois les glyphes de la police Minion Pro. Donc, voilà, je vois tout, c'est pas seulement les glyphes, les ornements, mais tous les symboles qu'on peut trouver dans cette police-là. Donc, je choisis la police d'abord. Là, je vais garder Minion Pro. Et là, vous avez, voyez-vous, dans la police, plusieurs petites catégories pour regrouper les éléments de police. Par exemple, on pourrait avoir juste les chiffres, juste les symboles, etc. Juste ce qui est mathématique. Dans notre cas, selon la police, il n'existe pas tout le temps des ornements, mais là, il en existe. J'ai une catégorie ornements. Là, je vois les ornements de la police mignonne. Si je veux en utiliser un, je double-clique dessus. Donc, je peux choisir n'importe quoi là-dedans. J'aurais pu changer de police aussi. Puis notez aussi que certaines polices ont des variantes de sélection. Donc, si je choisis mon E, qui est ici en Minion Pro, est-ce que j'ai des variantes de sélection pour ce E-là? Oui. Voyez-vous, une espèce de E en petite capitale ici, que je pourrais aller utiliser en double-cliquant dessus. Là, je ne le ferai pas. Ça, je l'avais fait précédemment pour créer la lettrine qu'on a complètement à gauche ici. C'était une variante de sélection. Donc, ça termine pour le petit glyphe. Je vais vous faire une autre petite démonstration rapide. Au lieu d'aller chercher des symboles, des fois c'est le fun d'avoir un petit carré. S'il n'y a pas de petit carré ici dans mes ornements, ouais, il y en a un ici. Oh, j'aurais pu prendre ce petit carré-là à la place. Ou si vous préférez, vous pouvez le dessiner aussi. Donc si je prends une trame colorée, rectangle, j'en trace un à l'extérieur assez petit. Donc là, il y a un contour. Je vais mettre pas de contour, mais une couleur de fond. Regardez bien ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux prendre cet objet-là, je le coupe et je l'intègre dans ma zone texte, qui est assez particulier. Coller. Donc vous allez voir que dorénavant, ce petit bloc trame, ça répète une photo aussi, va dorénavant suivre mon texte. Regardez si je mets des espaces pour le fun. Il est intégré au texte. Donc en le coupant de l'extérieur du bloc, puis en le collant dans le texte. Ça fonctionne, ça fait quelque chose de très joli. Pour ce qui est du texte de base, il me manquait un petit élément. Je vais fermer ma palette des glyphes. Et on se rappelle ici que j'avais un filet de paragraphe, donc une mince ligne en dessous de mon titre d'article. Donc, pour juste réviser cette partie-là, afin de terminer notre segment, je vais aller là, je m'assure que les photos soient verrouillées. Et comment on est allé faire ça? Dans texte et tableau, paragraphe. Ça s'appelle un filet de paragraphe. Et ça, on a ça dans le menu local de la palette des paragraphes. Donc, filet de paragraphe. Puis voyez-vous, j'en voulais pas au-dessus, mais au-dessous. Et là, je vois qu'est-ce qui a été appliqué. Donc, avec une couleur, une épaisseur, un décalage aussi. Donc, si je voulais en avoir au-dessus, en plus, j'aurais pu dire au-dessus. Je coche filet. Puis là, je préfère un décalage positif. Comme ceci. Je mettrais peut-être 0.5. Voilà. Donc, si je dis OK là-dessus, remarquez qu'est-ce que ça vient de faire. Donc, j'ai un trait aussi au-dessus. Comme ceci. Parlons maintenant de couleurs. Vous vous rappelez qu'on avait utilisé un site d'agencement de couleurs. Il y en a plusieurs dans vos notes de cours. Ça peut être intéressant quand on ne se sent pas à l'aise de combiner des couleurs. Dans la palette nuancée, notez que c'est comme des styles qu'on va voir plus tard. Par exemple, si j'ai article 1, couleur primaire, couleur secondaire 2, donc mon vert. Si je double-clique dessus, et si je fais un changement, remarquez que ça change partout dans mon document en même temps. Donc, partout où j'ai appliqué la nuance, et que si je change la nuance par la suite, ben, les couleurs vont changer systématiquement comme un style. C'est pour ça que dans mon cas, j'ai écrit des mots généraux comme article 1, couleur primaire, parce que il y a du rouge ici, ça ne veut pas dire que ça sera toujours rouge, par exemple. Donc, si je voulais faire pour mon article 2, je voulais créer des couleurs. Comment on fait ça, des couleurs? Ben, on s'assure de rien sélectionner. Je clique dans le beurre, c'est-à-dire dans le fond perdu. Je vais dans le menu local, on voit qu'on peut créer une nouvelle couleur, une teinte ou un dégradé. Je vais commencer par couleur. Et là, avec un site d'agencement, j'aurais pu choisir une couleur puis obtenir mon résultat CMJN en pourcentage. Là, je vais dire, disons, article 2,
couleur primaire. Donc la dominante de mon article. Je vais essayer de me composer une espèce de magenta. Moins noir. Ça pourrait être quelque chose comme ça. De même. OK. Donc voici comment créer une nouvelle teinte. Nouvelle couleur. Et là, vous avez vu ici, j'ai une teinte à 80% de noir. Donc, quand vous voulez faire des gris, ben, prenez votre couleur noire pure, puis à ce moment-là, on le sélectionne. Admettons, je veux en faire un autre. Je sélectionne mon noir. Nouvelle teinte. J'ai juste besoin de dire, tiens, je veux 50% de gris ou 50% de noir. OK. Voilà, j'ai mes deux teintes ici. Donc ça, c'est intéressant pour du noir ou lorsque vous travaillez avec une seule couleur, ce qu'on appelle un document monochrome, que vous êtes avec une couleur Pantone, par exemple, le vert pur des jardins, ben, je préfère différentes teintes de ce vert-là, par exemple. Donc c'est intéressant avec des couleurs Pantone, avec des documents monochromes ou avec le noir. Maintenant, si je veux faire un dégradé, on se rappelle ici, menu local, nouveau dégradé, puis je vais aller prendre, soit je veux que ça dégrade en ligne ou en cercle. Disons que je prends les cercles, je prends ma couleur de départ, je m'assure d'être dans nuancier. Puis mettons, je sais pas moi, rouge. Je vais sélectionner mon rouge, ma couleur d'arrivée vers bleu. Puis une couleur intermédiaire, je peux aller cliquer au centre ici, puis aller toujours dans mon nuancier, peut-être aller chercher magenta, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Oups là. C'est spécial, mais ça pourrait fonctionner pour un arc-en-ciel par exemple. Donc admettons, je vais ici placer mon vert que j'avais déjà, le fameux vert. Oups là. C'est quelque chose. Bon, si je veux pas ces couleurs-là, j'ai juste à les décrocher ou les remplacer. Si je prends enlever celle-là et tirer comme ça. Peu importe. Je nomme mon dégradé, mettons article 2, dégradé. Et OK. Donc maintenant, pour les couleurs, j'ai créé différents types. Une couleur normale, un dégradé, nuance. Maintenant, quand je veux les appliquer, ces couleurs-là, mettons que c'était ma forme qu'il y a ici. Je vais sélectionner ça. Je vais lui dire que si je veux une couleur de fond, il faut que je m'assure de cliquer sur fond et que je mette du blanc, par exemple. Donc, voyez-vous, blanc va masquer la petite ligne qui passait au travers. Ou je sélectionne, puis j'applique couleur de remplissage, je veux une autre couleur. Ou je dis je veux un dégradé. Si j'ai un dégradé que je veux continuer de l'étendre, là c'est pas très joli, on s'entend. Je prendrais cet outil-là. Faites attention de pas mélanger les deux. C'est l'outil vraiment dégradé. Et je clique et glisse vers une direction. Peut-être prendre un autre exemple ici, celui-là. Voyez-vous, lui il est linéaire. Si je clique et glisse pas très loin, ça fait ça. Si je clique et glisse, je m'en vais très très loin, ça étend de plus en plus dans la direction que je sélectionne. Fait que là, je vais le remettre en couleur papier. Je vais profiter pour terminer mon accroche. Contour, oui. On avait tout à l'heure dans la palette contour le pointillé japonais ici. Et voilà. Puis je trouve que le dégradé m'agresse un peu. Donc, je vais choisir la couleur primaire de l'article. Ou j'aurais pu tout simplement prendre du beau noir, comme ceci. Ou encore, j'aurais pu... on va se tanner. Un beau petit gris, voilà. Comme ceci. On vient de le voir, le nuancier est vraiment de l'automatisation de couleurs, sauf que je ne l'ai pas placé dans le chapitre sur l'automatisation. Par contre, on va faire un beau lien entre le nuancier et cette fois-ci les styles de caractère et styles de paragraphe. Donc style, on va d'abord comparer paragraphe et caractère. Notez que quand on a certains petits éléments, comme ici, là j'avais lounge, lorsque c'est seulement un changement de caractère pour quelques caractères, justement, et non pas pour tout un paragraphe, on devrait faire des styles de caractères. Comme ici, j'avais anglicisme. Donc, voyez-vous, c'est pas sur tout le paragraphe, mais seulement sur ce terme-là. Tandis que lorsque je veux gérer plus que simplement le caractère, mais aussi l'espacement après, l'espacement avant,
l'interligne d'un paragraphe, la lettrine, etc. Je dois faire absolument des styles de paragraphes qui sont plus globaux, si on veut. Donc, on veut gérer plus que le look d'un caractère, mais plutôt une entité, tout un élément, donc un paragraphe ou les paragraphes entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme lettrine, comme style de caractère? Bien souvent, c'est les mots spéciaux, donc ce qui est en gras, en italique. La lettrine, le caractère lettrine uniquement, parce qu'on a vu que ce style-là est complexe, donc le L qui est ici, ou le caractère de fin, qu'on a ici, mais pour l'instant qui est une trame. Je vais remettre mon glyphe. Donc dans texte, glyphe, tiens, disons celui-là. Je remets ça ici, je le sélectionne. C'est le caractère de fin d'article. Il a mémorisé la couleur ici. Donc là, on a distingué style de caractère et style de paragraphe. Voici maintenant comment créer un style de paragraphe ou un style tout court, mais très rapidement, ou même pour en modifier un. Donc ici, disons que je veux modifier ce style-là. Un souper entre amis, j'aimerais ça que ça soit ma couleur d'article plutôt. Donc ce que je vais faire, je vais combiner d'abord mes palettes, ça soit plus facile. Je vais aller chercher mon nuancier. Puis, voici. Si je sélectionne, bon, j'ai sélectionné mon paragraphe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 4 clics. Et puis là, je décide que non, finalement, ça va être du rouge. Regardez ici, lui est rouge, les autres sont bleus. Donc, je vais créer un conflit à ce moment-là. Si je vérifie dans mes styles de paragraphe, voyez-vous, intertitre plus. Si on se rappelle que c'est un intrus. L'intrus, on peut le tolérer, on peut le rejeter et on peut redéfinir notre style pour qu'il englobe l'intrus. Dans notre cas, l'intrus, c'est la couleur rouge. Dans mon cas, vu que je voulais changer tous les intertitres pour ce rouge-là, je vais l'englober. Donc, redéfinir le style. Et là, vous remarquez que toutes mes autres intertitres sont devenus rouges. Je vais annuler pour faire un autre test. Donc ici, disons que c'était une erreur. Je vois qu'il y a un intrus, ça c'est un bon indice. Je vais m'en débarrasser pour revenir à mon style de base. Alt, clic. Donc je fais Alt, clic, il redevient la couleur du style. Et dans d'autres cas, on verra plus tard, comme avec la trame ici, qu'on va changer éventuellement de couleur. De temps en temps, c'est nous qui désirons. On le sait que malgré, en tout temps, l'intertitre devrait être bleu, sauf pour une raison quelconque. J'ai fait un jeu de couleurs, puis là, je voudrais qu'il soit rouge à cet endroit-là. Donc, malgré qu'il y a un intrus, on va le laisser tranquille. Maintenant, pour la suite, pour créer des nouveaux styles, je vais prendre un exemple ici, un échantillon, et je vais vous faire une démonstration avec les différents types d'alignements. Donc, j'ai un alignement au carré en ce moment, donc ça veut dire aligné à gauche avec espacement après. C'est bon. Mais j'aimerais faire l'autre type d'alignement. Disons que je manque de place. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier volontairement ce style-là. Je vais aller chercher ma palette paragraphe, fenêtre texte, paragraphe, qui est ici. Donc voici comment créer un nouveau style rapidement. C'est comme à peu près modifié. Et là, voyez-vous, j'enlève le 10,8 d'espacement après. Je mets 0. Enter. Ça fait un intrus, on le sait. Par contre, si j'opte pour ce type d'alignement-là, il faut que je pense mettre un retrait de première ligne ici. Donc, disons 10,8 fois 2, 21,6. Ça a bien d'allure. Et là, oui, j'ai un intrus, il y a un plus, mais voici, c'était volontaire. Je ne veux pas gérer l'intrus, je veux créer un nouveau style. Donc, dans le menu local, je vais faire un nouveau style de paragraphe qui va s'appeler texte courant avec alinéa. Je vais mettre en gros comme ça va attirer l'attention. Alinéa. OK. Donc, voyez-vous, là, il l'écrit juste en dessous. Je clique dessus. Ça l'applique en même temps. Donc, je suis bien content. Donc, texte courant, il n'y a pas d'espacement après. Donc, j'aimerais ça faire ça pour plusieurs autres paragraphes. Donc, tout le changer finalement.
Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner celui-là jusqu'à celui-là. Je vais vous remontrer la commande application rapide, contrôle retour. Et là, j'ai juste besoin de taper texte courant avec alinéa, voyez-vous, Enter. Je poursuis, je peux faire contrôle flèche d'en bas, ça va de paragraphe en paragraphe. Le contrôle, non, ici, contrôle clic, contrôle Enter, Enter. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu, ça va aider. Donc ici, contrôle Enter, Enter, contrôle Enter. Je suis pas en train d'appliquer le bon. Bravo, Morton. Alors, je vais corriger mon erreur. Ici, je me place là. Contrôle Enter. J'aurais dû dire texte courant A pour avec. Là, je vais être correct. Je remonte. Lui, ça va. Je vais cliquer finalement. Ça va être plus simple comme ça. Avec alinéa. Ils sont tous avec alinéa. Ici. Et celui-là. Texte courant avec lettrine. Je vais en créer un nouveau. Donc, bon, d'abord, je vais changer. Je ne veux pas d'espacement après. Donc, je peux toujours aller dans P ici, vu que j'ai perdu ma palette. Et espacement après, je vais mettre 0. Voilà. Puis, celui-là, je vais créer, voyez-vous, il y a un intrus, c'est normal. Je vais faire nouveau style ici. Il y a créé style de paragraphe 1. Je double-clique et je vais l'appeler texte courant avec lettrine sans espace après. Sans espace après. Il est appliqué. Et normalement, on devrait faire ça, je sais pas si ça va fonctionner. Normalement, quand il y a un intertitre, je suis pas obligé de faire ce petit alinéa-là parce que c'est clair que mon paragraphe est bien divisé. Fait que je pourrais appliquer ceci, mais c'est ce que j'avais peur. Je ne voulais pas avoir lettrine. Donc je vais faire un texte courant. Là, c'est quoi le texte courant avec alinéa? Donc je vais faire un nouveau style. Je vais le dire, je vais le faire. Comme ceci, 0. Nouveau style, j'applique. Donc, texte courant avec, non, sans alinéa, alinéa. Comme ça. Donc, voyez-vous ici, je n'ai pas besoin parce qu'il y a un intertitre avant. Donc, sans alinéa. Là, ça va bien. Ça détache les prochains. Voyez-vous, ça détache bien. Ici, il ne devrait pas en avoir. Sans. Par contre, ici, oui. Texte courant avec alinéa. Voilà. Et celui-là, c'est correct. Bon. Fait qu'il me resterait peut-être juste d'ajuster l'espèce d'accroche ici, là. W. Mettre plus bas. Ça a l'air pas pire. Comme ça. W. On zoome un petit peu. Bon, ça mériterait peut-être quelques petits ajustements, mais vous voyez le principe. Comment créer et modifier rapidement un site. Notre prochaine étape de révision pour l'automatisation serait de revoir les gabarits. Je vais faire un petit peu de ménage ici pour cacher contour. Si je fermais mes styles, on n'aura plus besoin. Puis, je vais dégager la palette page. Tiens, on va être ici, ça va être plus clair encore. Comme ça. De même. Oups. Ici. Oh, ok. Donc, pour commencer, vous rappelez que les gabarits, ça automatise la mise en page, dans le sens que, voyez-vous ici, pour la grille, si on se rappelle bien, afin d'avoir des repères, les fameux repères qu'on a calculés partout, qui s'appliquent partout en tout temps, ben, j'ai créé une grille, un gabarit. Donc, j'ai modifié le gabarit de base pour grille. Et si vous remarquez, à toutes les pages, j'ai des repères. Donc, la grille, c'était ça, c'était mon gabarit de départ.
À ça, j'ai créé un nouveau sous-gabarit. Donc, on le voit ici que B est basé sur A à cause du petit préfixe. Lui, il hérite des repères qu'on avait dans ma grille typographique et il va se charger de mettre juste un en-tête et pied de page au besoin. Puis, comme vous voyez ici, j'ai titre de la revue. Vu que c'est un modèle général, là, je pourrais le personnaliser à l'homme urbain. Vous vous rappelez que quand je fais ça, je change un élément ici, il va changer partout où ce que le gabarit est appliqué. Voyez-vous, ici, je suis à la page 2. Si je m'en vais plus loin, l'homme urbain, voyez-vous, titre de section, titre de chronique, etc. Voilà, donc partout. D'ailleurs, partout, tellement partout que l'article, le gabarit C est basé sur B, qui lui est basé sur A, donc lui aussi va hériter du changement. Comme ceci, voyez-vous, l'homme urbain, gabarit C. Donc, quand je veux, on va aller voir qu'est-ce que ça donne en page 4. On est en page 4. Vous voyez que je ne suis pas capable de sélectionner. Je suis sur le bon calque. Calque texte, c'est déverrouillé. Mais je ne suis pas capable de sélectionner ni de modifier. C'est normal parce qu'il fait partie du gabarit. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est de briser le lien de cet objet-là en page 4, par exemple, avec le gabarit. Comme c'est pour comme c'est le cas pour titre de chronique, il faut faire CTRL majuscule clic. Voyez-vous, là, je viens de rompre le lien. Alors, à ce moment-là, je vais appeler ça entrevue. Entrevue. Puis, à ma page 5, non, pas 5, ma page 6, comme ça, on se rappelle que c'était, on parlait du iPhone, donc c'était notre chronique Techno Geek. CTRL-SHIFT-CLIC. Oups. T-E-C-H-N-O. G-E-E-K. Voilà. Donc, on a brisé le lien. Alors, certains éléments ne sont plus récupérables. Par exemple, disons que j'essaie de changer la position, je ne le voulais pas tout à fait là. Je reviens dans article double page, dans mon gabarit. Disons que j'essaie de changer ici pour une raison X. Je vais aller voir en page 4. Ah ben oui, il m'a écouté. Et en page 6, ça fonctionne. Bon, je vais essayer de changer de couleur d'abord. Je reviens ici. J'annule mon déplacement. Je change de couleur. Disons que je change de couleur sans passer par les styles. Fenêtre, couleur, nuancier. J'applique cette couleur-là, disons. Ok, donc si je vais en page 4 et 5, ah, ça n'a pas fonctionné, voyez-vous. Donc certains éléments ne répondent plus. Je vais retourner en en-tête, en gabarit article double page, je vais annuler, et voilà. Donc le déplacement fonctionne encore, mais la couleur ne fonctionne plus, donc je suppose que la taille, tout ça ne changera pas, à moins que je passe par les styles. Parce que là, sur ce titre de chronique-là, il y a un style d'appliqué. Normalement, ça devrait changer partout. Donc, on poursuit. Page 4 et 5, à droite, il y a certains éléments que je voulais changer la mise en forme. Comme ici, mon titre, CTRL-SHIFT-CLIC, j'ai pas le choix. On essaie de pas abuser, mais tu sais, des fois, on n'a pas le choix. Fait que ça. Je vais déplacer ce texte-là, parce qu'il y a la trame aussi d'arrière-plan que j'aimerais changer. CTRL-SHIFT-CLIC, encore une fois. J'approche mon nuancier. Je mets mon vert, admettons. Oups, j'ai pas regardé ce que je faisais. J'annule. Couleur de fond, plutôt. Disons en vert. Et après ça, je ramène mon texte. Comme ceci. Puis mon concept, c'était de mettre la même couleur en haut. Pourquoi j'ai mis du gris dans ma trame, dans mon gabarit, c'est pour suggérer aux utilisateurs qu'il y a une couleur qui va là. C'est à toi de décider. Donc si tu veux la changer, assure-toi d'être dans trame et tu brises le lien. CTRL-SHIFT-CLIC. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé deux calques. Un pour la trame d'arrière-plan, puis un autre pour le texte. Fait que le texte n'est pas dans mes jambes. Où est-ce que sont mes couleurs? Sont là. Donc, couleur de fond. Et voilà. Donc, je pourrais faire la même chose pour l'autre article maintenant. Ça, je tasse ça. Donc, le vert. Le vert ici.
Puis le reste, l'autre article est resté gris parce que c'est comme ça, c'est décidé dans le gabarit. Mais on se rappelle tout simplement que dans certains cas, il faut briser le lien avec le gabarit. Petite révision maintenant sur la création des gabarits. Disons pour une raison quelconque, je vais m'éloigner un petit peu là, ici. Donc pour cet article-là, ça je vais réduire un peu. Bon, voilà. Voici mon nouveau concept, disons. Mes articles, je les veux comme ça, c'est-à-dire une trame petite ici avec une photo à droite. Puis de temps en temps, je vais alterner. Donc de temps en temps, je veux ma photo à gauche, ma trame à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici, non, je vais créer un nouveau gabarit dans le menu local. Donc on se rappelle qu'il fallait passer par là, nouveau gabarit. Et là, lui, je vais le baser sur les entêtes parce que je veux hériter d'une entête. Je vais appeler ça article double page. Je vais mettre entre parenthèses photo à gauche. Donc, basé là-dessus, je touche surtout pas à ça, largeur hauteur, et OK. À la place, j'aurais pu j'aurais pu dupliquer mon gabarit C, mais là, c'est pour faire de la révision. Ça va nous permettre aussi de voir autre chose. Par exemple, une petite révision sur le transfert des objets. Je vais aller sur l'article double page qui est ici. Je m'assure d'être sur trame. CTRL A, donc il copie toutes mes trames. CTRL C, copier. Je vais aller sur mon autre et je vais dire coller sur place. Donc en principe, il colle avec exactement les mêmes positions. Sauf que moi, c'est pas tout à fait ça que je veux. Je veux ça ici. Donc ma trame à gauche. On va avoir des petits problèmes peut-être avec le nom de la revue. Puis mon petit carré qui est ici, je vais le déplacer en arrière de mon numéro de la page de droite. Comme ça. Et je poursuis, donc, cette fois-ci au niveau du texte. Donc, texte dans le gabarit qu'il y a ici. Je vais aller, c'est pas ça du tout que je veux, je verrouille texte, c'est image d'arrière-plan que je vais copier. Je m'en vais sur mon autre gabarit. Là, si je fais juste un coller pour le fun, je vais le déplacer moi-même ici. Voilà. Donc, je verrouille mon arrière-plan. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est complet. Donc, voyez-vous, je viens de créer ce gabarit-là. Donc, mettons, j'ai 60 pages. Bien, sur 30 pages, j'aurai une photo à gauche. Puis, sur 30 autres pages, j'aurai la photo à droite. Donc, à gauche, à droite. Et j'applique manuellement à ma double page prochaine qui est ici. Et je m'en vais voir. Donc, ça pourrait être ça. Il me manquerait peut-être quelque chose ici. Mes petits pointillés que j'avais faits. Qui se trouve être sur texte, je crois. Ouais, c'est léger, mais oui. Alors, je les prends, je copie, je m'en vais sur mon autre. Je peux coller en place, CTRL-SHIFT, entre les trois raccourcis avec V. Puis là, je vais déplacer avec les flèches du clavier et la touche SHIFT. Ça va plus vite dans ce temps-là. Voilà. Donc, j'ai complètement inversé ma mise en page. Si je m'en vais voir ici, j'ai obtenu les petits pointillés, comme on avait ici. Puis si jamais vous vouliez les changer, là, admettons lui, on veut pas qu'il se rende jusqu'à la fin de la page, vous vous rappelez qu'on brise le lien avec le gabarit. Donc CTRL-SHIFT-clic, je prends ça, je le réduis, admettons, jusqu'ici. Oups. Là. Donc ça nous donne ça. Fait qu'on a une inversion, voyez-vous, des numéros. Alors ça pourrait être un exemple de projet de création de gabarit. Et là on voit que c'est exactement la même chose ici. C'est basé sur B. Et on a vu comment appliquer à des... Pour terminer ce volet de automatisation, vous rappelez ici, on a créé un document basé sur un modèle.
On se rappelle ici qu'une étoile veut dire que le document n'est pas sauvegardé. Je vais faire CTRL S. Donc c'est un vrai document et non plus un modèle. C'est un INDD pour document. Si je voulais, pour une raison quelconque, vu que j'ai créé des nouveaux gabarits, je voudrais faire un nouveau modèle. Donc il s'agit de faire enregistrer sous. Puis de choisir Model InDesign à la place, ça fait un INDT. Notez que le modèle et le document ne sont pas liés dynamiquement. Donc, ce que j'ai fait ici n'est pas changé dans le modèle. Si je voulais modifier mon modèle, j'aurais pu décider de faire ça. Tiens, j'aime bien le concept d'alternance des images tantôt à gauche, tantôt à droite. Ben, je vais aller ouvrir mon modèle pour faire des modifications. Donc, on pourrait faire fichier pour vraiment le modifier. Donc, fichier ouvrir. Je m'en vais sur le bureau là où j'avais mis mes choses. J'entre ici dans mon dossier. Je repère mon modèle et c'est surtout ça qu'il faut faire. Ouvrir l'original et non pas ouvrir en mode normal. Puis là, il va s'ouvrir dans quelques instants. Voilà. Je vois que je suis carrément dans le INDT. Et là, j'aurais pu appliquer toutes mes petites mises à jour, mes petits changements pour les prochaines revues. Donc, je veux tel style, j'ai rajouté tel style avec alinéa, un autre sans alinéa, j'ai rajouté un gabarit. On pourrait tout faire ça là-dedans pour l'avenir. Voilà. Donc, ça fait pas mal le tour. Alors, le modèle, l'intérêt du modèle, pour terminer avec ça, avant les finitions, ben, ça conserve les calques. Ça conserve les gabarits, les pages. Ça conserve aussi les styles. Donc, tout ce qui est automatique, style de caractère, style de paragraphe. Donc, ça, c'est sauvegardé. Ça conserve le nuancier, etc. Donc, tout ce qui était essentiel pour répéter un prochain numéro de la même revue, on pourrait se faire toujours des modèles, ce qui est très intéressant. Avant de se faire une petite épreuve à imprimer, voici deux petits éléments qui pourraient être intéressants dans votre mise en page, surtout ici. Ici, c'est un peu difficile des fois à lire dans le prochain article. Si je déverrouille l'image d'arrière-plan, que je vais chercher le centre Apple, que je positionne ici, vous allez remarquer qu'ici mon texte est noir, puis le fond est noir aussi. Ce qui pourrait être intéressant de faire dans ce cas-là, c'est d'estomper. Là, je change un petit peu, peut-être comme ça. Bon, disons que c'est ça ma mise en page. Notez qu'il y a un objet intéressant qu'on peut confondre avec le dégradé, ce que je vous disais de faire attention tout à l'heure, celui-là. Ça, on appelle ça contour progressif dégradé. Moi, je l'appelle l'estompage. C'est plus facile à retenir. Donc, pour estomper une photo tranquillement, si je sélectionne, on fait carrément un peu de Photoshop, mais dans InDesign. Je prends l'outil qu'il y a là, c'est comme un dégradé, sauf qu'il fait disparaître. On va voir à travers l'image progressivement. Donc je prends ça et je fais une ligne comme ça ici. Voyez-vous, c'est pas du blanc que je rajoute, mais c'est de la transparence progressive. Je vais m'éloigner un peu. Donc je pars du centre, je vais vers l'extérieur. Puis si je veux faire des petites modifications, là c'est linéaire. Si je double-clique sur l'outil, j'ai ça qui vient d'apparaître, les effets qu'on va voir après. Je peux dire j'en veux plus finalement, je décoche. Voyez-vous, on revient comme on était. Ou j'en veux un, mais radial. OK, voyez-vous, ça va en cercle comme un petit médaillon. Ici, comme ça. Puis plus j'étire vers l'extérieur, plus ça estompe. Voilà. Sinon, il existe d'autres effets comme une lueur externe, ce qu'on pourrait faire justement avec Photoshop ou ombre portée, etc. Je vais aller dans Texte, ici. Donc ça, c'est dans Objet, Effets, puis là, on les a toutes. Ça ressemble beaucoup à ça, là, vous allez voir ça dans Photoshop. Mais disons, je le voudrais transparent ou j'aimerais avoir une ombre portée. Donc, ombre portée, vous la voyez en ce moment. Je pourrais mieux l'adapter ici en alignant, en dirigeant le soleil, comme ça. Ou en changeant peut-être le décalage, réduire ça, que ça soit plus serré, surtout en hauteur, et que distance, voilà. Ou l'épaisseur. Voyez-vous, là c'est très clair, là ça s'estompe de plus en plus, etc. Donc il y a plusieurs effets qu'on pourrait rajouter. Ça, on va plutôt les voir dans Photoshop, mais au moins si vous voulez les faire dans InDesign, pour l'instant, c'est possible.
On est presque rendu enfin à imprimer. Il va falloir faire attention à certains problèmes potentiels. Et d'abord, problème dit erreur. Regardez dans la barre d'état, aucune erreur. Pour l'instant, ça va bien. Il va falloir faire une espèce de contrôle en amont, c'est-à-dire de vérifier toute erreur potentielle grâce à InDesign. Regardez, je vais créer des erreurs volontaires. Si vous avez du texte en excès, vous vous rappelez quand vous avez pas assez de place, il y a un port de sortie qui apparaît rouge. Donc, il veut dire qu'il y a du texte qui n'a pas tout été placé. On nous signale une erreur ici. Si je clique là-dessus et que je demande le panneau de contrôle en amont, voyez-vous ce qui est intéressant, il va dire, ah tiens, problème de texte. Texte en excès, à quel endroit? Page 4. Si je clique, il va me dire exactement où, à quelle page. Puis, je vais pouvoir le régler moi-même, donc en corrigeant le texte en excès et l'erreur disparaît automatiquement. Donc, il y a ça. Vous pouvez avoir plein d'autres erreurs, comme une police que vous n'avez pas installée, il signalerait une erreur. Des couleurs aussi, je vais essayer de changer une couleur justement en RVB. Je vais quitter ça ici. Nuancier, ici. Disons que mon vert que j'avais ici, on voit que c'est des couleurs cyan, magenta, jaune, donc des couleurs d'impression. Disons que je changeais ça pour du RVB. Va-t-il m'avertir? Surtout si j'applique le vert. Donc RVB, il me dit aucune erreur. Par contre, si je vais ici, ou que je fais carrément moi-même fichier, tiens, je vais passer à l'assemblage juste pour voir si il me répertorie l'erreur. Fichier assemblage, que je vais vous démontrer par la suite. Oh! Ok, je viens de voir que il m'avertit pas pour mes couleurs d'encre. Par contre, il va nous avertir éventuellement pour les couleurs dans les images. Donc, c'était une erreur. Ça a l'air qu'il tolère le RVB dans le nuancier. Je vais le remettre comme il était en CMJN. OK. Puis là, si je regarde ici, toujours dans le contrôle en amont, j'ai plus d'erreur. Mais si vous regardez dans votre livre à la page 168, vous allez voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme erreur. Donc, une fois que j'ai plus d'erreur d'impression, que ma palette de contrôle en amont est réglée, elle ne signale plus d'erreur. Si jamais j'ai des polices manquantes, puis je les ai perdus ces fichiers-là, je vous avais démontré au tout début de la capsule, quand il y a ça, il faut absolument les traîner partout. Et rappelez-vous qu'on est capable de les remplacer au besoin. Donc je pourrais rechercher une police, puis s'il y a un petit point d'exclamation jaune, ils disent ah je connais plus ça, admettons Minion Pro, tu ne l'as pas d'installé, on peut la rechercher et la remplacer par une autre semblable. Ça pourrait nous dépanner. Si c'est toujours un problème de police, soit une police qui ne vous avez pas le copyright, ça c'est plutôt illégal, ou si vous avez une police spéciale, vous avez peur que l'imprimeur ne l'ait pas, puis qu'il faut qu'il l'installe, ben on peut éviter des problèmes en vectorisant des polices spéciales. Donc police spéciale, est-ce que j'en ai pour l'instant? Je n'ai pas, parce que ça c'est une police classique, mais disons que c'en était une. Donc, comment je fais pour vectoriser? En fin de compte, vectoriser, c'est de briser le côté texte. Il sera plus modifiable, mais il va devenir une forme. Donc, une forme, ça s'imprime sans problème, parce que c'est plus relié à une police de caractère. Regardez la preuve. Là, je peux rajouter du texte. Donc, c'est une police normale. Mais je peux sélectionner, il faut vraiment que je sois en mode texte, je sélectionne, et je fais texte vectorisé. Remarquez les vecteurs qu'on travaillait tantôt avec des sommets, là, notre police est carrément devenue comme ça. Voyez-vous, il y a plein de petits sommets, là, c'est rendu une forme vectorielle, ce que je pourrais taponner, convertir et tout ça. Donc on revoit nos sommets, voilà. Donc, pourquoi qu'on fait ça? Ben, on fait ça quand on veut pas que l'imprimeur joue dans notre texte ou fasse des modifications, ou encore si l'imprimeur n'a pas des polices spéciales là, que vous avez trouvées sur Internet, ben ça serait peut-être mieux de faire une copie, mais faites attention de ne pas enregistrer ça officiellement. Là. Enregistrer sous un autre nom avec police vectorisée, parce que je vous dis, vous serez plus capable de modifier le texte. Donc, vectoriser les polices spéciales pourrait être une bonne. Une autre cause d'erreur qui pourrait être dommageable, c'est comme je vous ai dit au début, ça prend un dossier dans lequel vous placez tous vos éléments. Il ne faut pas éparpiller nos objets partout. Et une erreur qui peut arriver, c'est que vous savez qu'on importe une photo, c'est pas la photo n'est pas intégrée au document InDesign, c'est un lien. Donc le fichier d'image, comme vous avez ici,
et InDesign pointe dessus. Regardez, je vais faire exprès pour faire une connerie en ce moment. Le Urban City, qu'on a la page 1, 2, 3, 4, la page 4. Disons que je la déplace moi-même, je vais la couper. Donc, la couper CTRL X et la placer, mettons, ailleurs, soit sur mon bureau ou dans mon dossier de projet. Là, je suis en train de corrompre InDesign. Lui, il pense que la photo est encore dans l'image, mais je l'ai déplacée à l'extérieur, ce qui n'est pas une bonne idée. Je vais aller voir, oh, vous voyez ici, j'ai une erreur ici, dans mon panneau de contrôle en amont. Regardons ça, lien manquant, Urban City en page 4. Je vais cliquer dessus. Oh, je ne trouve plus où est-ce qu'elle est l'image. Donc ça, là, justement, le problème, je pourrais ouvrir cette fois-ci ma palette des liens et aller pointer vers son nouvel emplacement. Mettons que c'était voulu. Fenêtre lien. Voyez-vous ici, si je clique dessus, je pourrais dire, ben, on va refaire le chaînage, mais avec une image qui est sur mon bureau. Voyons, je ne le trouve pas. Ici. Puis il faudrait que je pointe dessus ici. Ouvrir. Donc voyez-vous, je corrige le problème de cette manière-là. Dans mon cas, c'est pas une bonne idée. Je vais remettre l'image où elle était, donc directement dans Image. Et je vais faire l'opération inverse. Je double-clique, puis je peux lui dire, va dans Image. Elle est maintenant à cet endroit-là. Et voilà. Ça, c'est une autre cause d'erreur. Une fois que vous avez réglé tous vos problèmes, vous avez vectorisé les polices, il n'y a pas de texte en excès, donc vous avez ces verts ici en bas, il faut faire un assemblage. L'assemblage, ça nous permet de ramasser tous les fichiers essentiels, les polices, les images, etc., si vous étiez pas bien ordonné, pour les fournir à l'imprimeur correctement sur un CD. Pour ce faire, on fait Fichier, Assemblage, Assemblage ici. Bon, il m'affiche peut-être d'autres erreurs potentielles, dont le mode de couleur dans les photos Photoshop ou les photos JPEG. Ça, on va l'ignorer pour l'instant, c'est dans lien et images. Voyez-vous, les images sont liées, mais il va me dire que les couleurs ne sont pas dans le bon mode, ne sont pas dans le mode CMJN. Donc, vu qu'on n'a pas vu Photoshop tout de suite, je vais ignorer cette erreur-là et je vais faire assemblage. On me demande de sauvegarder. Ceci, c'est un petit formulaire des instructions pour les imprimeurs. Mettons, vous êtes qui, vous habitez où, c'est quoi les instructions d'impression, je veux tant de copies, plier, brocher, etc. Donc, c'est pour vous identifier. Pour l'instant, je vais continuer. Je vais mettre ça sur le bureau aussi. Puis, voyez-vous, ça, c'est le nom du dossier qu'il va créer. Donc, je vais faire assemblage. On m'avertit qu'il y a peut-être des restrictions par rapport aux polices utilisées. C'est pas, vous n'avez pas les droits, donc c'est un petit avertissement. On dit OK. Il assemble le tout. Donc, il va tout me placer les fichiers, les polices, etc. dans un dossier. Dossier que je vais aller vérifier tout de suite sur le bureau. Je vous reviens. J'ai retrouvé mon dossier et je l'ai placé dans mon précédent dossier de projet juste pour vous démontrer, voici ce que lui a fait InDesign, donc dossier l'homme urbain avec le même titre. Si je double-clique, voyez-vous les instructions, l'espèce de formulaire à remplir, les links qui sont les liens finalement, donc les photos, document founds pour les polices de caractère qui ont été bel et bien utilisées, non pas toutes les polices que j'avais tantôt, ainsi que le fichier InDesign qui positionne. Donc ça vous permet de graver le tout et de le donner à votre imprimeur. Graver, mettre ça sur une clé USB ou utiliser un service en ligne pour aller porter vos fichiers. Maintenant, avant d'imprimer encore, il serait très bien de faire une version PDF. Donc la version PDF va nous permettre de figer la mise en page et nous assurer qu'il n'y ait plus aucun problème. Là, vous n'allez pas tout faire au complet dans ces étapes d'impression-là. Je veux juste que vous me sortiez une double page. Donc, pas toute la revue, parce qu'on apprendra ça plus tard, après Photoshop. Donc, si on veut créer un fichier PDF de haute qualité pour une double page, je veux cette double page-là. Il s'agit de faire Fichier, Exporter. Exporter et surtout, mettez ça dans votre dossier pour l'imprimeur. Donc, ça ici, je vais à l'intérieur, je lui donne un nom au besoin, j'enregistre, et là, il va me poser des questions.
que veux-tu? Donc ici, qualité optimale serait la plus haute des qualités. Ça a l'air bizarre, là, mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. Donc qualité optimale. Je veux pas des pages individuelles, j'aimerais ça avoir la planche pour avoir les deux pages côte à côte, mais pas toute la revue, pour pas que ça me coûte trop cher. Je veux la page 1, 2, 3, 4, 5, donc page 4-5, 4 à 5. Le reste, je vérifie si ça va bien. Ça, je veux rien. Repères et fonds perdus. Donc, je vais aller cocher mes traits de coupe et surtout utiliser les paramètres de fonds perdus du document. Donc ça, c'est super important de vérifier cette partie-là, sinon le fond perdu que vous aurez fait ne sera pas respecté. Donc on veut des traits de coupe, on veut un fond perdu, et faudrait peut-être, je vais aller vérifier dans synthèse, non, tout va bien. Je vais faire le test. Donc j'exporte. Et là, en principe, il est en train de convertir en PDF. Je vais laisser terminer et je vous reviens. Voici maintenant le PDF produit. Je suis dans Acrobat Pro en ce moment, ça aurait pu être Acrobat Reader. Puis ce qui est intéressant, voyez-vous, je vois justement des erreurs. J'ai oublié de changer mon titre de l'article. Oups, je vais fermer ça. Donc mon titre de l'article est ici, ça n'a pas marché, donc j'aurais dû penser le modifier. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme erreur? Je défie. Ah, voyez-vous, le petit glyphe ici est mal sorti. Que je vérifie précautionneusement. Donc toutes mes erreurs. Donc ça m'évite de payer pour rien. Payer de la couleur, puis faire perdre de l'argent à moi-même parce que je suis étudiant, disons, ou à la compagnie. Donc toujours faire un PDF avant, là on s'aperçoit des erreurs. Une fois que, disons que le PDF était parfait, il s'agit d'imprimer officiellement. Donc imprimer, fichier imprimé. J'ai installé le pilote d'impression chez moi, donc je suis capable de simuler l'impression ici. Dans votre cas, ce sera G200 couleurs qu'il faut choisir au cégep. Et je vérifie. Donc tout, je veux tout imprimer. Taille réelle, et surtout pas ajusté, parce que là, regardez, il a choisi un document 8,5 par 11, puis il va faire une petite version de même. Donc on aurait gaspillé de l'argent pour rien. Taille réelle, on voit qu'elle n'embarque pas sur le papier, il va falloir y spécifier un papier. Ensuite, cocher portrait mise en page automatique. Là, tout est beau. On va par la suite dans mise en page. Mise en page, on a vu les formats de papier au début du cours. Rappelez-vous que c'est le format tabloïd pour lequel on avait fait la mise en page. Tabloïd, rappelez-vous, c'est du 11 par 17 pouces. Donc, c'est pour ça qu'on a tout calculé pour ça rendre sur ce fameux papier-là. En paysage. OK. Voyez-vous, dans ma petite vignette ici, je m'aperçois que tout est beau. 17 par 11, etc. Il restera à gérer notre recto verso. Là, je ne sais pas si j'y ai accès là-dedans, mais normalement, j'irai soit dans Propriétés ou Options avancées. Je vais aller voir dans Propriétés. Et voilà. Ah, voici. Donc, bord court ou bord long, j'ai pas l'option en ce moment. Au cégep, vous l'auriez. Là, on a une fameuse question piège. On nous dit, veux-tu imprimer sur les bords courts ou les bords longs? Vos notes de cours comme elles le sont en ce moment, pensez à la reliure. La reliure est-elle sur le long côté ou le court des côtés? Si j'imprime un document de bureautique fait en Word, d'habitude, barre long, c'est correct. Sauf que nous, notre recto verso, ou notre reliure est dans quel sens? C'est le bord court par rapport au papier. Regardez, je vais annuler. Ici, on veut que le retournement de la page se fasse sur le côté qui est ici. Donc, imaginez la reliure est là. C'est le côté le plus court dans le format de papier. Donc, si j'avais eu du 8,5 par 11 séparé, ça aurait été le bord long. Donc, pensez à ça. Et dans quel sens du papier, la reliure est dans ce sens-là. C'est le plus court des deux côtés. Donc, dans notre cas, on aurait changé la propriété pour bord court ici. Okay. Sauf que dans notre cas, tout dépendant si je vous demande 4 pages ou 2 pages, on n'aura peut-être pas besoin de passer par là. Parce que si je vous demande seulement 2 pages sur une feuille de papier, c'est pas du recto verso. Je vous dis ça pour peut-être plus tard. Ou si vous voulez imprimer votre article 1 et 2 sur le papier en recto verso, faudrait penser faire ça. Puis avoir pensé aussi d'imprimer les pages 4 à 7. Voilà. Donc une fois que tout est fait,
on récapitule, vous avez un dossier contenant tout votre projet que vous avez bâti à partir d'un modèle. Donc, vous avez un modèle ici et vous avez fait une vérification avant d'imprimer, donc une espèce de contrôle en amont. Vous avez fait un assemblage pour mettre tous les fichiers essentiels à l'imprimeur. Et à l'intérieur, vous avez exporté un PDF pour vérifier si vous n'aviez pas d'erreur et pour le fournir à l'imprimeur afin qu'il l'imprime directement sur du papier. Dans votre cas, ça sera vous. Par la suite, il serait intéressant de faire un DVD avec tout ça gravé à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce que je vous demande pour le TP, le travail. Donc, tout ce dossier-là complet, pas zippé s'il vous plaît. Donc, tout le contenu du dossier de votre revue, qui contient les images, police, le Word, tout le kit, plus le dossier qu'on fournirait normalement à l'imprimeur, qui contient, comme je vous disais tantôt, le fameux PDF que vous allez imprimer. Voilà, c'est terminé. Donc à partir de maintenant, vous pouvez faire l'exercice 7 qui est dans vos notes de cours. Là, j'ai fait quelques démonstrations pour savoir connaître les concepts, mais on vous demande autre chose à travers les exercices. Donc complétez l'exercice 7 et bon succès. Et voilà, on vient de compléter la théorie sur InDesign. Donc il n'y aura pas de questionnaire de classe inversée pour cette capsule-là. Vous avez quand même réalisé l'exercice 7 à l'intérieur de vos notes de cours, puis répondre aux questions situées à la suite de l'exercice. Cet exercice et ces questions vous permettront de bien vous préparer pour l'examen de mi-session prochain. Bon succès!